Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une substance aussi importante pour la plante que pour l'homme. C'est de l'eau. Et principalement pour la plante, l'irrigation. Donc aujourd'hui, on va entamer le module de l'irrigation. Bien sûr, quand on dit irrigation, ça veut dire l'arrosage des plantes. Mais avant d'entamer ce programme-là, on va faire un petit rappel, plutôt une petite définition. L'irrigation consiste à apporter de l'eau aux plantes cultivées par des procédés divers afin de permettre leur développement normal lorsque les conditions de pluviométrie naturelle sont suffisantes. Alors, je m'explique. Donc, l'irrigation, c'est apporter de l'eau à la plante. Oui, mais par des procédés différents, ça veut dire par des différents moyens. Alors, généralement, ces photos vous montrent, exemple ici, c'est l'irrigation gravitaire, SEGIA, l'irrigation par aspersion, l'irrigation goutte à goutte. Donc, ce sont les moyens qui sont utilisés actuellement, par exemple au Maroc. Mais on tend davantage à s'orienter vers le moyen goutte à goutte parce qu'il a beaucoup d'avantages, mais le plus important, c'est l'économie de l'eau. Alors, terminons. Donc, c'est arroser la plante par des moyens différents, mais là, il y a une autre condition. Lorsque les conditions de pluviométrie naturelle sont insuffisantes, bien sûr, lorsqu'il n'y a pas de pluie, si le sol ne contient pas suffisamment de l'eau, c'est à ce moment-là qu'on va irriguer. Donc, l'irrigation s'effectue lorsque les précipitations ou bien les pluies sont insuffisantes. Bien. Alors, pour un technicien ou bien quelqu'un qui va s'intéresser à l'irrigation, c'est ce qu'on appelle le pilotage, ça veut dire la gestion de l'irrigation. Le pilotage de l'irrigation consiste à répondre à un certain nombre de questions. Quelles sont ces questions? Première question, quelle est la quantité ou bien quand-on, c'est-à-dire à quel moment doit-on faire l'irrigation? Alors pour faire ça, on doit répondre à deux questions. En fonction des besoins en eau des plantes et en fonction des réserves en eau du sol. Ça veut dire tout simplement, on doit chercher les besoins en eau des plantes, c'est ce qu'on va essayer de voir, et aussi de connaître les réserves en eau du sol. Ça, c'est la première question. La deuxième question, quelle est la quantité d'eau qu'il faut apporter? Alors, dans ce cas, troisième question, comment apporter? Ça veut dire le mode d'irrigation, le type des sols et de la nature des cultures. Donc, autrement dit, on va essayer de répondre principalement à cette question. Ça veut dire étudier les besoins en eau des plantes, les réserves en eau du sol et principalement aussi un certain nombre de paramètres. Bien. Donc, les besoins en eau du sol, c'est normal. Alors, ces deux photos montrent que l'insuffisance en eau va permettre, ou bien tout simplement l'insuffisance en eau, va influencer sur la culture. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un manque d'eau tellement excessif, donc la plante, elle meurt. Un autre exemple, pour justifier les besoins en eau, là vous avez un exemple, ici vous avez des céréales, c'est-à-dire on étudie le rendement en fonction de la quantité de l'eau. Donc là, c'est la quantité de l'eau qui est donnée. Ça, c'est le rendement. Et nous avons le cas ici d'une céréale, huboub. Alors, vous constatez, vous avez deux situations. Soit avec l'irrigation, deuxième courbe avec culture pluviale. Je m'explique. Ça veut dire que le premier cas, c'est on utilise de l'eau, il y a de l'irrigation. Deuxième cas, il y a tout simplement l'eau qui provient des précipitations. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces deux éléments-là?
quelles que soient les conditions, que ce soit avec l'irrigation ou bien avec l'eau d'irrigation pluviale, vous voyez que le rendement, il augmente lorsqu'on augmente la quantité de l'eau. Donc, vous voyez que le rendement, il dépend beaucoup de l'eau. Alors, dans ce cas, on va essayer de voir comment connaître les besoins. Alors, généralement, dans le système sol-plante-atmosphère, l'eau est utilisée de la manière suivante. Première partie, une partie entre dans la composition végétale, c'est l'eau de constitution. Bien sûr, comme l'homme, la plante contient de l'eau. Donc, c'est l'eau de constitution. Par exemple, c'est plus de 2/3. Et une autre partie, ça c'est important, une autre partie est transpirée par les feuilles. Alors, c'est-à-dire, au niveau des feuilles, il y a une perte par transpiration, et bien c'est ce qu'on appelle l'eau de végétation. Ça veut dire que la plante, elle dégage de l'eau suite à une demande climatique, par exemple, on va voir la chaleur et ainsi de suite. Et enfin, une partie est évaporée par le sol, mais généralement c'est le couvert végétal, c'est l'eau sur la surface du sol, feuilles, tiges et ainsi de suite. Donc, dans un système de culture, on peut dire une partie c'est l'eau de constitution, l'eau de végétation, transpiration, et l'eau d'évaporation. Alors, à partir de cette situation, on peut déduire que l'eau transpirée par les feuilles et celle évaporée par le couvert végétal s'appelle l'évapotranspiration. Donc, le terme le plus important ici, l'évapotranspiration, ça veut dire les pertes d'eau qui sont occasionnées soit par l'évaporation au niveau du couvert végétal ou bien et par la transpiration au niveau des feuilles. Je m'explique autrement. Donc, là, vous avez ici l'évaporation à partir du sol et aussi à partir du couvert végétal et aussi la transpiration. Ça veut dire quoi? Dans une surface d'une culture, il y a une perte d'eau. Et cette perte d'eau est due à l'évaporation au niveau du sol et au niveau de la surface des feuilles, plus la transpiration au niveau des feuilles. Et bien, c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Donc, on peut définir l'évapotranspiration représente le volume total d'eau perdu par évaporation à partir du sol et par transpiration du couvert végétal. Donc, c'est-à-dire tout simplement, c'est la quantité de l'eau qui est perdue par un couvert végétal, par une exploitation, par une surface donnée. Donc, avant de continuer, on va quand même voir quels sont les facteurs qui peuvent agir sur l'évapotranspiration. Ça veut dire que la quantité de l'eau qui est perdue, elle est variable. Quels sont les facteurs qui peuvent varier, qui peuvent influencer sur cette variation? Alors, on va trouver par exemple la température, c'est normal, la température qui va exercer un échauffement de l'air. Deuxième cas, c'est le vent. Donc le vent, il va influencer sur la variation des quantités qui sont perdues. Et principalement aussi, l'humidité relative, ça veut dire la concentration de l'air en eau. Donc ces trois facteurs, ils vont agir sur la quantité de l'eau perdue. Donc, l'évapotranspiration potentielle, donc là, c'est un nouveau paramètre qu'on peut tirer, ce qu'on appelle l'évapotranspiration potentielle, ou bien l'évapotranspiration de référence. Par définition, c'est quoi? S'il vous plaît, c'est la quantité d'eau que cède à l'atmosphère par évapotranspiration une culture de végétation abondante en pleine croissance, couvrant totalement un sol largement pourvu d'eau.
Alors là, c'est une situation plus ou moins théorique. Ça veut dire c'est quoi? C'est la quantité d'eau qui est perdue par une surface. Et généralement, c'est le gazon, bien développé, bien alimenté en eau. Donc, une culture de végétation abondante, en pleine croissance, ça veut dire le maximum de croissance, couvrant totalement un sol pourvu d'eau. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la quantité d'eau qui sera perdue par un couvert végétal qui n'a pas de problème en alimentation en eau. Voilà, donc c'est l'humidité qui est perdue. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration potentielle. Donc là, vous voyez que l'évapotranspiration, il est influencé par la température, le vent et ainsi de suite. Donc l'essentiel, c'est un cas plus ou moins théorique. Alors, quelle est l'utilité de cette évapotranspiration potentielle? On va essayer de voir. Alors, généralement, comment peut-on la calculer? Il y a plusieurs manières. Mais il existe plusieurs méthodes théoriques, donc des chercheurs, qui ont travaillé sur la quantité perdue dans cette situation. La formule de Penman, donc c'est un chercheur, corrigé par la FAO, est la plus employée actuellement. Ça veut dire qu'il y a une formule mathématique qui a été développée dans ce sens pour calculer avec exactitude cette quantité de l'eau qui est perdue. Alors, elle est basée sur des données météorologiques. Généralement, les bases de données sont à partir des données des stations météorologiques. Alors là, par exemple, cette formule de Penman, donc vous voyez que l'évapotranspiration potentielle, ou bien ce qu'on appelle également l'évapotranspiration de référence, là vous avez, c'est une formule, là il y a la température, le rayonnement global et ainsi de suite. Une autre formule par rapport à Turc, donc vous voyez que toujours le TP, il est en fonction des rayons, de la température, ainsi de suite. Donc l'essentiel, c'est que cette ETP, cette évapotranspiration potentielle, peut être calculée et pour nous, la plus utilisée, c'est la formule de Penman. Alors, l'ETP peut être estimé à partir de mesures directes d'évaporation d'une surface donnée. On a parlé tout à l'heure par des stations météorologiques. Donc, vous voyez que ça, c'est ce qu'on appelle bac d'évaporation. C'est ce qu'on appelle aussi bac d'évaporation de type A. Donc là, tout simplement, on cherche la quantité qui est évaporée. Voilà, donc ça, c'est schématisé. C'est-à-dire qu'on fait des dosages, par exemple, de 24 heures, et on fait la différence, et on sait quelle est la quantité qui a été perdue, bien sûr, suite à la température, par rapport à une surface donnée. Donc ça, c'est, en quelque sorte, c'est la base de calcul de l'ETP qu'on a vu tout à l'heure. Bien. Alors, pour donner plus d'explications, on va donner un exemple de cette ETP. Nous avons des ETP, c'est l'évapotranspiration, c'est les pertes en eau de la surface du sol. Alors ici, vous avez, par exemple, ça, c'est les mois de l'année, de janvier, février jusqu'à décembre, et là, vous avez les quantités qui sont perdues. Alors, on essaie de voir comment évolue cette ETP en fonction des périodes de l'année. Alors, vous constatez que ce soit, parce que vous avez trois situations, 3 ETP, mais 3 en fonction des chercheurs, hein. Par exemple, Penman, Turc, et ainsi de suite. Mais ils ont la même allure. Qu'est-ce que cela veut dire? Que janvier, février, donc cette partie-là, l'ETP, en quelque sorte, elle est faible. Mais c'est normal, parce que pendant ces périodes-là, il faisait froid, donc la quantité de l'eau qui est perdue, elle est minimum. Mais là, vous constatez que ce maximum de la quantité perdue, ça se situe, par exemple, juin, juillet, là où il y a une forte chaleur. Ça veut dire que pendant l'été, la surface agricole, le couvert végétal, va perdre de l'eau, beaucoup de l'eau. Donc, ça veut dire tout simplement, hein, donc les quantités perdues, ce sont les quantités qu'on devrait leur apporter. Ça veut dire, si on parle ici des quantités perdues, automatiquement, on parle aussi des quantités
qu'on devrait donner à la plante. Donc, vous voyez que les besoins, en quelque sorte, seront plus importants ici, et vous voyez que ces pertes en eau diminuent par la suite. Donc, l'essentiel, vous voyez qu'on essaie de voir comment évoluent les pertes en eau, parce que c'est un indice pour nous de connaître les besoins de la plante. Un autre paramètre aussi que l'ETP, c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration maximale. Donc, c'est un autre paramètre que nous essayons d'expliquer. Alors, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est la quantité d'eau maximale évaporée par l'ensemble sol-culture à un stade végétatif donné. Voilà la différence. Ici, c'est en fonction du stade de culture. L'ETP, mais c'est dans les conditions idéales, en pleine végétation. Mais là, en quelque sorte, c'est plus ou moins à une situation réelle. Elle correspond aux besoins de la culture. Donc, nous cherchons les besoins de la culture, on peut les calculer en utilisant l'ETM, l'évapotranspiration maximale, et généralement, c'est le paramètre de base pour calculer le besoin en eau d'une culture. Et on peut, voilà la formule, il est estimé à partir de l'ETP en utilisant le coefficient cultural Kc. ETM est égal Kc fois ETP. Donc, vous voyez que la première valeur, on l'a multipliée par Kc, le coefficient cultural, qui va nous donner l'évapotranspiration maximale. La quantité de l'eau, les besoins qu'on va donner à la plante correspondent à l'ETP fois le coefficient cultural. C'est quoi le coefficient cultural? Eh bien, tout simplement, les valeurs de Kc, elles dépendent du stade de développement de la culture. C'est tout simplement, c'est un coefficient, de correction. Mais c'est normal que la plante, lorsqu'elle est petite, il va perdre moins de l'eau que lorsqu'elle est grande. Donc, c'est pourquoi ce coefficient, il varie en fonction des stades végétatifs de la plante. Donc, ici, on parle toujours de coefficient cultural. Nous avons dit que c'est un coefficient de correction. Le coefficient cultural est une donnée de la culture dont la valeur, elle dépend, bien sûr, de l'espèce végétale. Le coefficient végétal, plutôt, le coefficient cultural, il varie d'une espèce à l'autre. Il varie aussi en fonction de la date de semis ou de plantation. Il varie aussi en fonction de la longueur du cycle de culture. Et principalement, c'est ce qu'on a dit, il varie principalement les stades de croissance de la plante. Donc, il évolue. Nous allons voir un exemple. Ici, vous constatez la variation de ce coefficient. Alors, généralement, vous voyez que le coefficient ici, généralement 1 jusqu'à 1,1. Donc, c'est un coefficient. Là, vous avez les stades de croissance. Donc, semis, levé, ainsi de suite. Donc, on va essayer de voir comment évolue ce coefficient. Tout simplement, le coefficient nous donne tout simplement l'importance de la variation de l'ETM ou bien des besoins en eau. Alors, vous constatez ici, vous avez deux cultures. Culture 1, culture 2. Donc, la variation du coefficient cultural, il a la même allure, mais qu'est-ce qu'on constate? Que ce coefficient, il est bas lorsqu'il est en début de croissance. Ici, c'est le maximum lorsqu'il est en pleine végétation. Et par la suite, il va descendre, c'est normal, c'est la maturité. Alors, je vais vous montrer pour bien expliquer ce terme-là. Voilà. Ici, vous avez ce qu'on a vu, c'est la variation du coefficient. Donc, ça, c'est phase initiale. Ça, c'est les phases de développement de la plante. Phase initiale, phase de croissance, phase mi-saison, phase arrière-saison. Ça veut dire tout simplement, ici, c'est la récolte ou bien la maturité. Donc, vous constatez que le coefficient, il va atteindre son maximum lorsqu'il est en pleine végétation. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire que lorsque la plante est en pleine végétation, elle va perdre beaucoup d'eau.
Alors, ce coefficient, par exemple, ici dans ce tableau, constatez la culture, les carottes, les tomates, les pommes de terre, betteraves à sucre, et ainsi de suite. Chaque espèce a des valeurs bien précises correspondant aux coefficients culturaux. Là, vous avez la phase initiale, le coefficient. Là, vous avez la phase mes 6 ans. Là, vous avez la phase fin de cycle. Donc, vous constatez, si je prends par exemple les carottes, 0,7, ça veut dire, lorsque je veux calculer le TM, alors nous avons dit que le TM est égal le TP fois KC. Donc, c'est le TP fois 0,7. Si je prends par exemple toujours la même culture, mais lorsqu'il est en pleine végétation, phase mi-saison, donc vous voyez que c'est le maximum. Là, le TP, plutôt le TM est égal à le TP. Et là, vous constatez que le coefficient il chute parce que juste à la maturité. Donc, quelle que soit la culture, vous constatez 3 phases. Ces 3 phases, mais la phase la plus importante, ou bien là où il y a le coefficient le plus élevé, c'est cette phase de mi-saison. Bien. Alors, si nous faisons une petite comparaison entre le TP et le TM, donc vous constatez que le TP a été effectué sur une surface de référence gazon. La surface elle est bien arrosée en eau, mais dans le cas de l'ETM, on est dans les conditions plus ou moins réelles, c'est-à-dire en fonction des stades. Donc vous voyez que c'est le TP plus le coefficient cultural. Le coefficient cultural, c'est en fonction des stades qui va donner le terme. Donc vous voyez que deux situations tout à fait différentes, mais la formule, c'est ETM est égal KC fois ETP. Alors, on va faire un petit exercice ou bien une application pour comprendre ce que ça veut dire l'ETM. Alors, exemple, soit les éléments suivants d'une culture donnée. Le TP est de 6,3 mm par jour. Alors, le TP, ça veut dire tout simplement 6,3 mm par jour. Ça veut dire que la surface qui compte du couvert végétal va perdre 6,3 mm. Ça veut dire tout simplement 630 mètres cubes par jour. La durée d'une phase de végétation est de 30 jours. Donc, si on suppose à un stade donné, on veut chercher la quantité d'eau perdue pendant 30 jours, le coefficient cultural durant cette phase est de 0,75. Alors là, on veut chercher ou bien calculer la quantité d'eau ou bien les besoins en eau. Alors, premièrement, on doit chercher le TP, parce que nous avons dit que le TM est égal à KC fois le TP. Donc, le TP, durant cette phase, correspond tout simplement, donc le TP en millimètres, c'est le TP journalier fois 30 jours, 189 mm. En mètres cubes, c'est normal, 189 mm fois 10, mais 1890 mètres cubes. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le TP pendant un mois, les quantités perdues pendant un mois correspondent à 1890. Bien, alors maintenant, le calcul des besoins de l'ETM. Alors, dans cette situation, donc parce que les besoins, c'est tout simplement l'ETM est égal KC fois le TP. Alors, on multiplie, vous voyez, l'ETM est égal à, voilà, le TP fois KC, pardon, ici c'est fois, c'est pas plus. Donc, le TM en millimètres, c'est ETP fois KC, 189 fois le coefficient cultural. Donc, vous voyez, le coefficient cultural va corriger cette situation, 141,75, soit 142 mm. Donc, ça veut dire que les besoins de la plante seront 142 mm. Alors, si on veut voir les besoins en eau en mètres cubes, 142 fois 10, parce que 1 mm correspond à 10 mètres cubes. Et donc, ce qui donne 1420 mètres cubes. Alors,
ça, c'est un exemple de réalité, par exemple, dans la région de Marrakech. Donc, vous constatez ici, c'est le TP, ou bien ce qu'on appelle aussi l'évapotranspiration de référence, en millimètres par jour. Donc, vous voyez que septembre, octobre, novembre, décembre, donc, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que chaque mois va correspondre à un ETP spécifique. Alors, ici, c'est par mois, donc c'est tout simplement, on multiplie ça par 30 jours. Parce que ça, c'est l'ETP journalière, mais ici, par mois, donc on va multiplier par 30 jours et si on veut, par exemple, calculer l'évapotranspiration pendant toute l'année, donc on fait la somme 1810. Bien. Alors, là, il y a un autre paramètre, c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration réelle. Par définition, c'est la quantité d'eau réellement perdue par évapotranspiration d'un système sol-culture, quelles que soient les conditions dans lesquelles il se trouve. Alors, généralement, c'est dans les conditions du stress hydrique. C'est une réalité. Donc, généralement, il est défini par l'évapotranspiration, couvert végétal dans des conditions quelconques de disponibilité en eau, et notamment des conditions de stress hydrique. Donc, vous voyez que ici, c'est les conditions climatiques, les conditions de stress, les conditions de température qui vont déterminer, bien sûr, cette situation. Et cette quantité de l'eau, le TR, est mesurée dans le domaine, ou bien c'est une spécialité du domaine de la station expérimentale. Donc, il peut être estimé à partir de l'ETM en tenant compte de l'eau disponible dans le sol. Donc, vous voyez que ces paramètres sont très importants, l'ETP, l'ETM et l'ETR, mais principalement l'ETM qui est égal Kc fois ETP. Donc, voilà, la connaissance des besoins, c'est à partir de l'ETM, mais il reste un autre élément qu'il faut aborder, c'est les réserves en eau du sol. Ça veut dire, une fois qu'on calcule les besoins en eau de la plante, on devrait aussi calculer les réserves en eau du sol, et c'est ce qu'on va essayer de voir prochainement. Merci de votre attention.